Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission créée et animée par André Loez, 5e volet aujourd'hui de notre semaine russe et soviétique. Après la littérature, la peinture, l'histoire, il est question aujourd'hui de mémoire et de politique à travers l'association Mémorial, menacée de fermeture dans la Russie de Poutine, l'occasion de discuter avec notre invité Eric Onoble des enjeux mémoriels, du récit national, du rapport au passé en Russie mais également en Ukraine. Je signale l'ouvrage qu'il a co-dirigé et dont il sera question durant l'émission, Histoire partagée, mémoire divisée, Ukraine, Russie, Pologne aux éditions Antipode. Vous retrouvez l'ensemble des émissions du podcast sur le site parolehistoire.fr. Si vous cherchez encore vos cadeaux pour la fin d'année, vous trouverez sur le site Parole d'Histoire une boutique avec des mugs ou encore des t-shirts. Le podcast ne vit que grâce à ces objets et à vos dons. Merci et très bonne écoute. Pour conclure cette semaine parcourant l'histoire russe et soviétique, je suis avec Eric Onoble. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant à l'Université de Genève, spécialiste de la période soviétique, de l'Ukraine en particulier, et nous allons discuter aujourd'hui d'une situation que vous avez évoquée récemment en ligne sur le site du CVUH, un article qui sera mis en lien sur le site du podcast, qui est celle de l'association Mémorial. Est-ce que vous pouvez d'abord nous informer, nous dire ce qu'il en est aujourd'hui, nous sommes mi-décembre 2021, de la situation de cette association Mémorial en Russie? Il y a une procédure judiciaire qui a été entamée contre l'association le 11 novembre pour non-respect de la loi russe sur les agents de l'étranger, qui est une loi de 2012 qui a été encore renforcée l'an dernier et qui fait que tout organisme de la Fédération de Russie qui reçoit des moyens depuis l'étranger, quelle que soit leur nature, doit s'afficher comme agent de l'étranger, c'est-à-dire que, par exemple, sur leur site internet, la première chose qu'on doit lire, c'est cette organisation est un agent de l'étranger et a reçu un soutien étranger, et même chose sur le matériel édité. Et donc Mémorial a été accusé d'avoir enfreint cette loi dans d'énormes proportions, à tel point que d'après le procureur, elle enfreindrait même la Constitution de Russie. Et donc il y a eu déjà deux sessions du tribunal sur l'affaire. Une première sur des aspects de procédure où on a même reproché à l'association d'avoir appelé ses soutiens à venir devant le tribunal, la manifestation étant considérée comme une pression contre l'indépendance de la justice. Et aujourd'hui même, il y avait une deuxième session sur les pièces écrites du dossier, et donc c'était entre autres la vérification de la présence ou non de la mention agent de l'étranger sur les matériaux publiés par Mémorial. Voilà, on enregistre le 14 décembre, cette émission sera diffusée normalement le 17, donc il faudra évidemment se tenir au courant au fur et à mesure pour savoir quelle est l'issue de cette procédure. Bon, une procédure dont on comprend bien que c'est une forme d'intimidation, c'est une forme de pression judiciaire sur une association qui joue un rôle très important, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, qui a joué un rôle très important dans le rapport à l'histoire, en particulier de la période soviétique. Alors, est-ce que vous pouvez nous la présenter en deux mots, et puis peut-être qu'ensuite on reviendra plus en détail sur les conditions de sa genèse? Alors, c'est une association donc, qui a été créée au moment de la perestroïka et donc qui est vraiment attachée à cette période où, d'une part, il y a eu un relâchement de la part du pouvoir, du contrôle sur l'histoire et sur les sources, et surtout, pendant cette période de la perestroïka, il y avait eu un véritable engouement populaire sur ces questions et un véritable débat public autour de tout ce qui avait été caché dans l'histoire soviétique et qu'on appelait les taches blanches. Alors clairement, depuis les années 90, Mémorial était sans doute moins au centre des discussions parce que la société russe était passée à autre chose pour un certain nombre de raisons. Il reste que justement le choix du pouvoir actuel de s'attaquer à Mémorial est très symbolique pour cette raison-là. C'est-à-dire que c'est une espèce de façon de dire que là maintenant, il s'agirait de revenir sur les acquis intellectuels de la perestroïka. Alors il faut sans doute situer un petit peu le rôle de Mémorial dans ces années 1980, au moment donc où l'association va publiquement se fonder d'abord, s'emparer ensuite de cette histoire soviétique, documenter un certain nombre de crimes et finalement de mécanismes de la terreur d'État, en particulier stalinienne.
à cette époque-là, c'était pas quelque chose qui était totalement inconnu. On se souvient du rapport Khrouchtchev, on se souvient aussi des textes de Solianitsyn. C'était quelque chose qui circulait, mais à bas bruit dans la société soviétique. Est-ce que les années Gorbatchev, c'est des années d'intensification ? Alors, tout à fait. C'est-à-dire que comment dire alors, il faut déjà savoir que jusqu'à à la période de Khrouchtchev, très officiellement, les archives étaient sous le contrôle des services de sécurité, c'est-à-dire du NKVD, MVD, KGB. Donc ça veut dire que même les historiens tout à fait officiels n'avaient pas un accès facile aux archives. Donc ça s'était légèrement desserré à l'époque de Khrouchtchev, où les archives sont devenues une administration indépendante, mais il reste que l'accès était toujours soumis à tout un tas de contrôles, et moi-même, dans les années 90, j'ai rempli des formulaires d'inscription aux archives où il était toujours demandé si on était membre du parti, parce qu'ils n'avaient pas changé, ils n'avaient pas les moyens d'imprimer de nouveaux formulaires. Et à l'époque de Gorbatchev, ce qui est nouveau, c'est que justement, ça va être de considérer que ce qui s'est passé sous Khrouchtchev n'était pas complet comme révélation sur l'histoire, et surtout, comme sous Khrouchtchev, mais à une échelle plus importante, d'utiliser ces questions historiques comme un outil dans les luttes au sein du pouvoir, où Gorbatchev luttait contre ce qu'on a appelé les conservateurs au sein de l'appareil du Parti communiste de l'Union soviétique qui dirigeait tout l'État, et où justement se posait, de la part de Gorbatchev, se posait comme partisan de la liberté de recherche en histoire, c'était chercher un appui chez les intellectuels et dans la population contre les conservateurs de l'appareil. Donc ça veut dire qu'il y a eu un moment dans l'histoire russe, tardo-soviétique et russe, où on avait du capital politique qu'on pouvait gagner en s'affichant anti-stalinien et en dénonçant le stalinisme et en encourageant les recherches. Tout à fait. Et c'est sans doute une des choses les plus intéressantes au moment de la perestroïka, c'est qu'il y a eu une explosion de l'intérêt là-dessus, c'est-à-dire que les revues commençaient à publier sur des gens des communistes proches de Lénine qui avaient été éliminés sous Staline, donc un peu sous forme de biographie rappelant combien ça avait été des communistes dévoués et sincères. Ensuite, ça a pu être sur justement la masse, le caractère massif des exécutions sous Staline. Et à chaque fois qu'une revue publiait là-dessus, les exemplaires étaient littéralement pillés dans les kiosques. C'est-à-dire, je me souviens, alors je ne l'ai pas vu de mes yeux vus, mais je me souviens que les journalistes occidentaux en poste à l'époque disaient que les gens faisaient la queue avant l'ouverture des kiosques, et que dans la matinée, un numéro de revue qui avait ce genre de révélation, il était entièrement vendu, et ça à l'échelle de toute l'Union soviétique. Donc il y avait vraiment... et ça a poussé des gens, et c'est là où il y a une différence avec la période khrouchtchevienne, c'est que ça a poussé des gens à s'en saisir pour demander ce qui était arrivé à leurs proches et ancêtres, et aussi pour mener des investigations localement sur les lieux de détention et les lieux d'exécution. Alors là, on est encore sous l'URSS, on est avant 1991. Qui sont les gens qui font Mémorial, et ils sont de quelle origine sociale, professionnelle ? Alors, à l'instigation de Mémorial, on peut presque dire qu'il y a Mikhail Gorbatchev, parce que justement, c'est lui qui, dans un entretien avec des journalistes, avait dit qu'il était insupportable qu'il y ait des taches blanches dans l'histoire soviétique. Alors, sachant que je l'ai entendu il y a une dizaine ou une quinzaine d'années dans une interview expliquer que quand il était devenu secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, lui-même avait découvert, y compris sur la famine de 1933 qui avait touché l'Ukraine, la Volga, mais aussi le Kouban, dont sa famille était originaire, sachant que lui-même était d'une famille russo-ukrainienne. Et donc lui dit, et j'ai pas de raison de penser qu'il mente, lui dit qu'il avait découvert l'ampleur de cette famine une fois qu'il était devenu secrétaire général. C'est-à-dire que l'omerta sur l'histoire ne valait pas simplement vis-à-vis de la population, mais au sein même de l'appareil,
Conseil qui ne connaissait pas l'histoire de son pays, voire sa propre histoire, vu que les purges staliniennes ont touché beaucoup les communistes eux-mêmes. Et donc c'est dans un milieu d'intellectuels qui soutenaient Gorbatchev que la balle a été reprise par des gens comme Afanassiev et le plus connu, même s'il n'est pas historien, Andrei Sakharov, le dissident, et donc qui ont fondé, alors ça correspondait aussi au moment où il devenait possible de fonder des associations relativement autonome par rapport au pouvoir. Et donc, c'est au début de l'année 1989 que Memorial est fondé à Moscou. Et l'exemple, alors c'est là où il y a un moment intéressant, c'est que donc, ok, dans les sommets de l'intelligentsia qui étaient liés à la nomenclatura, il y a cette volonté, mais de fait, très rapidement, il y a des filiales locales de Memorial qui sont créées. Et là, évidemment, ça prend un autre caractère, y compris d'ailleurs parce que, il pouvait y avoir des réticences à parler du passé beaucoup plus fortes localement qu'il n'y en avait à Moscou. Vu que Moscou était le centre des lieux de pouvoir, les choses pouvaient bouger plus vite qu'en province et en périphérie. Alors c'est là sans doute que naît ce qui fait vraiment pour les historiens, les historiennes, l'aspect très précieux de Memorial, c'est-à-dire un travail local de collecte documentaire, de collecte de témoignages, de collecte d'archives, de collecte également de lieux, c'est-à-dire qu'on va sur des lieux qui ont été des lieux de détention ou d'exécution et on cherche à documenter tout ça. Donc il y a toute une dimension vraiment de quasi archivistique de Memorial qui se met en place. Oui, c'est-à-dire qu'on a parlé au tournant des années 90 de révolution des archives concernant l'histoire soviétique. Clairement, Memorial, à mon avis, est à la base de cette révolution des archives. Alors, comme vous l'avez dit, les lieux d'exécution, les documents, mais la première chose, c'est déjà la liste des victimes, établir la liste des victimes, sachant que c'est quelque chose qui avait été un tout petit peu commencé sous Khrouchtchev. Il y avait eu tout un mouvement de réhabilitation, mais il y avait des gens qui n'avaient pas été réhabilités, et donc ceux-là étaient toujours considérés comme coupables, et en plus souvent on ne savait pas exactement quand ils avaient pu être exécutés. Et c'est là-dessus qu'il y a tout un travail de fourmi qui se fait du bas vers le haut à partir de la perestroïka et de la création de Memorial, où on fait sortir du néant des gens qui avaient été totalement rayés de l'histoire et sur lesquels, quand il y avait des informations, elles étaient souvent fausses. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu ultérieurement qu'il y avait des dates d'exécution qui avaient été antidatées ou post-datées pour des raisons politiques. Et donc on a continué à découvrir des choses, même sur des personnages assez connus. Je pense à Christian Rakovski ou à d'autres grands noms du régime soviétique des années 20, où il a fallu attendre la fin des années 80 juste pour savoir exactement quand ils avaient été exécutés. Voilà, je renvoie les auditrices, les auditeurs à l'entretien qu'on vient de diffuser avec Alexandra Koulaïeva qui évoque le cas de Gastiev, qui lui-même a eu une date de mort qui a été tardivement documentée et qui est aujourd'hui connue. Tout ça, ça contribue à des instruments de travail, ça contribue à une documentation, y compris en ligne, qui est utilisable aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une base de données. Memorial a publié plusieurs bases de données totalement accessibles et extrêmement pratiques. Et donc, ce sont des millions de noms qui sont à la disposition des chercheurs. Les seules limites étant que, les archives elles-mêmes ne sont pas forcément totalement cohérentes. J'y pense parce que j'ai eu l'occasion d'y faire appel et de m'apercevoir que quelqu'un dont je cherchais la trace, un communiste polonais installé en Ukraine, mais en fait il apparaissait 2 fois avec une légère différence dans le nom, mais ça c'est des choses, voilà, c'est le reflet de la réalité, mais donc c'est dire l'énormité du travail qui a été accompli, et c'est dire aussi l'utilité de ce qu'a fait Memorial là-dessus, utilité pour les chercheurs du monde entier, parce qu'encore une fois par internet on peut consulter ça d'où on veut, mais en même temps une utilité pour les ex-soviétiques qui comme ça peuvent avoir accès aux informations sur leurs ancêtres.
Je fais une parenthèse pour dire que d'abord tous les gens qui ont travaillé sur des bases de données savent que les doublons, ce sont des choses qui arrivent et qu'on arrive à les corriger, à les repérer plus ou moins. Et aussi pour dire que ça pose le même type de problème que ce qui a pu se poser en Pologne récemment, où 2 historiens ont été mis en accusation pour avoir révélé des noms et employé des noms de personnages dont les descendants pouvaient dire qu'ils n'avaient pas être mis en cause comme ça. C'est-à-dire qu'une base de données nominative, c'est pas simple dans l'espace public, et on voit qu'aujourd'hui dans les reproches qui sont faits à Memorial, il y a notamment une déclaration du président Poutine disant qu'il y avait des erreurs dans la base de données et que ces erreurs justifiaient que Memorial soit mise en garde ou qu'elle pose problème. Oui, alors, sachant que en même temps, là, on parle des noms des victimes, c'est-à-dire qu'on n'en est pas parlé du nom des bourreaux. Alors, je dis ça parce ça pourrait être une étape, d'ailleurs, un jour. Ça pourrait être une étape, mais c'est un vrai problème. C'est-à-dire que dans les années 90, il y a eu des résistances, j'allais dire des résistances, là, je suis dans l'euphémisme. Il n'y a pas très longtemps, en France, est sorti le film d'Andrei Konchalovsky, Chers camarades, sur la répression de la révolte ouvrière de Novotcherkassk en 1962. Il y avait un des participants qui était lui-même fils d'un bolchevique éliminé par Staline et qui avait fait quelques années de goulag après la révolte de 62, mais avait été libéré quand Khrouchtchev avait été écarté par Brejnev, et qui, dès l'ouverture des années 80, de la fin des années 80 sous Gorbatchev, avait remis sur la place publique cette répression de Novotcherkassk, entre autres en cherchant les lieux d'inhumation des victimes de la fusillade, sachant que les gens avaient été inhumés secrètement autour de la ville pour éviter qu'il y ait une concentration et donc de possibles cérémonies d'hommage. Et en fait, cet homme qui était proche des milieux anarcho-syndicalistes dans les années 80 a été retrouvé agonisant après avoir été battu dans la rue au moment où il avait visiblement retrouvé un des lieux de sépulture. Donc ça, c'est la situation dans les années 90. Et concernant Novotcherkassk, qui est un massacre de, entre guillemets, petite ampleur, c'est-à-dire qu'il y a une trentaine de morts, et en plus c'est à la période khrouchtchevienne, il a fallu attendre le début des années 2000, fin des années 90, pour que tous les gens condamnés dans le cadre de cette révolte soient réhabilités, c'est-à-dire bien après la chute de l'URSS. Et Vladimir Poutine, au début de son règne, où il avait plutôt donné des signes d'ouverture, avait fini par venir à Novotcherkassk. Sans doute que celui qui avait trouvé les lieux d'inhumation avait gêné soit des participants de la répression, soit leurs descendants directs. Mais autrement, dans les années 2000 en Ukraine, il y avait eu, alors sachant qu'en Ukraine, il y a au contraire une mise en valeur du statut victime de la nation ukrainienne sous le stalinisme, sauf que ça aussi, ça a pu être instrumentalisé avec par exemple des expositions en ligne sur les répressions staliniennes en Ukraine où le nom des bourreaux était indiqué, mais comme par hasard, il y en avait à peu près les 3/4 dont le patronyme était juif, et où on soulignait cette judéité en mettant le nom d'usage entre parenthèses non véritable avec un patronyme juif. Donc c'est dire que c'est des questions extrêmement sensibles pour des raisons variées et que diverses instrumentalisations sont possibles. Alors c'est quelque chose que vous montrez d'ailleurs dans l'article que vous avez écrit sur le site du CVUH qu'on trouve en ligne. Vous mentionnez ce personnage, donc battu presque à mort, Piotr Siuda. Vous mentionnez aussi une association concurrente de Memorial. C'est d'ailleurs intéressant parce que Memorial, c'est la racine latine et donc occidentale par certains côtés. Et puis là, il y a la racine russe, Pamiat, la mémoire en russe. Et du coup, ce serait comme le contre-mémorial qui défend une mémoire, mais c'est une mémoire tout à fait opposée, c'est une mémoire nationaliste russe. Donc il y a aussi des forces opposées. Au moment où Memorial se déploie, il y a des gens qui disent attention, cette histoire ne s'est pas du tout racontée comme vous le dites. Cette histoire est une histoire glorieuse ou nationale, il ne faut pas y toucher. Oui, tout à fait. Alors c'est quelque chose qu'on a beaucoup oublié, c'est que la période de la perestroïka a été une véritable période de lutte politique et même un peu sociale, et que alors
on a tendance à se souvenir donc avec Gorbatchev comme réformateur, doublé sur la voie des réformes justement intellectuellement par des gens comme Andrei Sakharov, puis politiquement par des gens comme Boris Eltsine, et ce qui va ouvrir la voie à la dissolution de l'URSS. Et en face, on a tendance à penser qu'il y avait les conservateurs qui sont la plupart du temps décrits comme des marxistes-léninistes à l'ancienne, dont ceux qui avaient fait la tentative de putsch en août 91. Ce qu'on oublie, c'est que dès que le couvercle s'est un tout petit peu desserré, on a vu apparaître des courants nationalistes. Alors, des courants nationalistes dans les périphéries avec revendication d'indépendance de l'Ukraine, des pays baltes, au Caucase, etc. C'est une chose, mais aussi, et j'aurais envie de dire surtout, des courants nationalistes en Russie. Et des courants nationalistes qui préexistaient à la perestroïka. Il faut savoir que dans les années 70, il y avait eu tout un courant littéraire d'écrivains qu'on appelait les écrivains paysans, avec quelqu'un qui avait été abondamment traduit et promu en France, Valentin Raspoutine, qui avait fait par exemple un roman qui avait eu beaucoup d'écho en traduction sur un village noyé au moment de la création d'un barrage hydroélectrique. Sauf que derrière cet écrivain-là et d'autres, il y avait tout un groupe de nationalistes russes et d'un nationalisme extrêmement réactionnaire qu'un historien a appelé le parti russe, et qui avait des positions de pouvoir à l'intérieur de l'appareil du parti qui ne faisait même plus semblant de se réclamer du moindre marxisme, et qui avait une vision de l'Union soviétique un peu, où la Russie se retrouvait à porter le fardeau de l'homme blanc vis-à-vis de périphéries sous-développées, ingrates ou prêtes à la trahison. Et donc qui voulait absolument défendre un autre récit. Et c'est dans ce cadre-là que l'association Pamiać, donc la mémoire, a été créée officiellement bien avant Mémorial, ce qui veut dire la force des soutiens qu'elle avait dans l'appareil, parce qu'elle a été créée à une époque où officiellement on n'avait pas le droit de créer d'association. Donc voilà, c'était quand même un sacré privilège. Et cette association Pamiać est rapidement devenue le centre de ralliement de toutes les forces les plus réactionnaires pendant la perestroïka. Et sachant que là, encore une fois, on ne parle pas simplement d'une idéalisation du passé national, on parle d'une vision ultranationaliste, antisémite de l'histoire russe, c'est-à-dire que pour le coup, ça fait tout à fait la liaison avec les mouvements d'extrême droite d'avant 1917, je pense en particulier à ce qu'on a appelé les Sangs Noirs, qui étaient un peu les troupes de combat, non seulement idéologiques, mais aussi physiques, du régime tsariste finissant. Et c'est ça qu'on a vu sortir de la boîte de Pandore. Et donc, face à Mémorial, qui mettait en accusation au début surtout le stalinisme, pour ensuite élargir à tout le communisme entre guillemets, on avait cette association Pamiać qui refusait la remise en cause de l'État, alors justement pas du tout dans son aspect communiste, mais dans son aspect État fort et centralisé, exprimant la permanence de la Russie. Où on retrouve un certain nombre des thèmes évidemment défendus aujourd'hui par Poutine, on va sans doute y revenir. Avant ça, je voudrais qu'on évoque une autre interférence. Là on voit très bien les interférences mémorielles entre d'un côté une dénonciation du stalinisme de ses crimes, et puis de l'autre côté une exaltation du passé russe. Mais il me semble qu'il y a aussi une interférence avec le présent, dans la mesure où lorsqu'on dénonce les crimes du stalinisme, on est sans doute aussi amené à prendre position sur les violations contemporaines des droits humains dans les années 90, au moment où Mémorial fait tout ce travail, et ses antennes locales, tout ce travail de documentation, de recensement, nominatif, etc. C'est aussi le moment de la première guerre de Tchétchénie, c'est aussi le moment où existent des abus de droits humains dans la Russie contemporaine. Et du coup, un petit peu à la façon de la Ligue des droits de l'homme ou d'Amnesty International, Mémorial a une dimension tournée vers le passé, mais aussi s'intéresse aux violations contemporaines. Alors tout à fait, c'est-à-dire que Mémorial s'est subdivisé en un centre de recherche et un centre de défense des droits humains.
et sachant que, y compris cette subdivision avec la création d'un mémorial international est au centre de l'attaque juridique actuellement, où le pouvoir se prévaut du caractère international d'une des associations qui composent Mémorial pour bien l'accuser d'être un agent de l'étranger. Je ferme la parenthèse sur ce point-là. Alors, les années 90 pour Mémorial, c'est une période intéressante. C'est-à-dire que la première chose qu'il faut comprendre et qui est vraiment très très importante pour avoir une idée de ce qui se passe aujourd'hui en Russie, c'est que après cette explosion d'intérêt et de débat de la perestroïka, après l'éclatement de l'URSS, la page se tourne extrêmement vite parce que tout l'espace post-soviétique plonge dans une crise économique et sociale dont on n'a pas idée. C'est-à-dire que les gens ont vu par 2 fois ou 3 fois dans une période de 10 ans tous leurs dépôts bancaires disparaître du fait d'une inflation à 3 chiffres quasiment en une soirée. Les salaires sont plus payés. Se nourrir, ça devient un problème pour les retraités, donc essentiellement des personnes âgées. Donc dans cette situation-là, il est clair que les recherches historiques en général et la préoccupation de mettre au jour les répressions de la période stalinienne, c'est plus du tout la priorité dans la population, et ça devient donc l'affaire d'un milieu beaucoup plus réduit de militants qui sont en même temps des gens qui s'affirment libéraux. Et là aussi, il y a un problème intéressant qui continue à avoir des effets aujourd'hui, c'est que les gens qui vont se battre contre l'ancienne vérité officielle soviétique le font au nom d'un libéralisme que la plupart de la population russe et plus généralement post-soviétique va subir de façon extrêmement dure au niveau économique dans les années 90. Ce qui va aussi isoler ces milieux intellectuels du reste de la population, avec des discussions qui étaient très fréquentes dans les années 90, où vous aviez d'un côté des gens qui disaient mais rendez-vous compte, auparavant on n'avait pas la liberté de par exemple de connaître l'histoire, avec en face des gens qui disaient oui mais on avait la médecine gratuite, sachant que ça revient à comparer des choses incomparables, mais que la médecine gratuite est aussi quelque chose de très important pour la vie des gens. Voilà. Donc dans les années 90, Mémorial est cataloguée comme une association libérale et elle soutient le pouvoir en place sous Eltsine dans toute la réécriture de l'histoire russe d'un point de vue très très anticommuniste, très libéral, mais qui va aussi réhabiliter partiellement le tsarisme, la noblesse. Et ça n'empêche pas qu'en tant qu'association de défense des droits, les militants de Mémorial vont dénoncer les exactions commises pendant la première guerre de Tchétchénie, puis la deuxième guerre de Tchétchénie, mais ça, globalement, dans un silence un peu assourdissant, dans la mesure où, encore une fois, la société russe, elle est dans un état de survie. À côté de ce silence d'une majorité de la société russe sans doute, il faut dire que les menaces qui pèsent sur Mémorial depuis un certain temps, et aujourd'hui en particulier très intenses, elles ont provoqué des ralliements forts de la communauté académique internationale, en France notamment. C'est l'historien Nicolas Vert qui préside la section française de Mémorial. Qu'est-ce qu'on peut dire des réactions et des mobilisations qui viennent en soutien de cette association ? Alors, elles existent fort heureusement et clairement, vu l'activité de Mémorial, donc par exemple ces bases de données qui sont très utiles pour les chercheurs, vu le fait qu'il y a toute une génération de chercheurs qui ont vécu cette ouverture des archives et donc savent le prix que ça a, et qui n'est pas simplement un prix, disons, la jouissance qu'on peut en avoir, mais aussi les efforts qu'il a fallu pour les ouvrir, ces archives. Ça, c'est une chose. Alors,
Et donc du coup, clairement, la communauté académique, de façon assez générale en Occident, s'est mobilisée pour Mémorial. En même temps, justement, c'est un peu un piège aussi. Dans la mesure où l'accusation de la part du pouvoir est que Mémorial est un agent de l'étranger, j'ai vu par exemple passer un appel, alors bon, qui donc fait par une association de slavistes étrangers qui disait Mémorial représente les valeurs de l'Europe et c'est pour ça que... Alors bon, moi je veux bien être d'accord avec ces termes-là, mais si j'étais un procureur de la Russie contemporaine, j'aurais envie de mettre cette lettre de soutien dans le dossier d'accusation. Et c'est là où il faut faire attention aussi, et c'est un peu encore une fois tout le problème dans lequel s'est retrouvé enfermé toute une partie de l'intelligentsia russe et plus largement post-soviétique depuis 91, à savoir de couper ces revendications de liberté de la situation de la population. Et donc, alors c'était des termes qu'on n'utilisait pas dans les années 90, mais d'en faire un peu un problème de bobo, si je voulais employer des termes qu'on utilise beaucoup en France. Et avec un peu cette coupure entre une population dont on postule un peu d'avance qu'elle ne serait pas intéressée par ces questions historiques et que, après tout, elle apprécierait le bourrage de crâne nationaliste que Vladimir Poutine a remis au goût du jour, et de l'autre côté une élite éclairée qui elle serait consciente mais n'aurait de soutien qu'à l'étranger. Alors je ne nie pas que cette configuration ait une part de réalité, parce que un des leviers de Vladimir Poutine au début de sa carrière en tant que dirigeant de la Russie a été justement de rétablir un niveau de pension et un niveau de salaire à peu près correct pour vivre. Et donc, quelque part, il y a eu un échange de bons procédés entre le pouvoir et la population. Le pouvoir disant je vous accorde un minimum de stabilité et nous, vous nous laissez gérer le pays un peu à notre guise. Il reste que la Russie, sa situation économique s'est quand même beaucoup dégradée déjà depuis 2008 et a fortiori ces toutes dernières années, et que quelque part c'est faire un cadeau à Vladimir Poutine que de le contester sur le plan des droits humains abstraits, alors qu'on a vu donc des mobilisations dans la société russe ces dernières années contre la réforme des retraites, et y compris tout récemment avec les mêmes ambiguïtés qu'ailleurs, contre les restrictions liées à la situation sanitaire. Mais c'est pour dire que la société russe, elle n'est pas forcément si amorphe que ça, et que ce serait beaucoup trop simple de décrire une petite élite libérale en lien avec l'Occident face à une population bien tenue par le pouvoir. Je voudrais, pour peut-être une dernière partie de notre entretien, inscrire l'affaire de Mémorial dans des questions mémorielles plus larges, puisque nous venons de vivre une séquence mémorielle très très intense. Il y a eu en 2017 le centenaire des révolutions, il y a eu en 2019 les 80 ans du pacte germano-soviétique, du début de la Seconde Guerre mondiale, on pourrait dire dans les années qui entourent ces dates, toutes les questions liées à l'indépendance, vraie-fausse indépendance de l'Ukraine pendant la guerre civile. Bon, donc ça a été un moment très très intense du point de vue commémoratif mémoriel. Vous avez à ce sujet co-dirigé un ouvrage avec Corinne Amaché et Andriy Portnov, Histoire partagée, mémoire divisée, Ukraine, Russie, Pologne, aux éditions Antipode, paru en 2021. Est-ce qu'on peut voir une ligne directrice du pouvoir russe dans cette séquence de 5 années environ qu'on vient de vivre sur le plan mémoriel? Tout à fait. Il s'agit d'écrire un roman national sans contradiction, sans ambiguïté, qui soit rassurant à l'usage des citoyens. Et donc, par exemple, concernant la période révolutionnaire et la guerre civile, il faut commémorer tout le monde indépendamment de ses opinions, en valorisant le fait que quelles qu'aient été leurs orientations, tous étaient des fils et des filles de la Russie qui voulaient le meilleur avenir possible pour leur pays. Voilà, donc les Cosaques aussi bien que les SR. Tout à fait. Y compris, il y a eu
récemment une commémoration sur les terres de Tchapaïev, le commandant rouge, où on faisait intervenir un chœur de cosaques traditionnalistes, alors même que le ministre de la Culture était accueilli par des jeunes gens en uniforme de l'armée rouge. Donc, je veux dire, on mélange tout allègrement. Alors, sachant que c'est la politique de l'État russe, mais moi qui travaille sur l'Ukraine, je trouve que l'Ukraine se développe en miroir. Alors, en miroir, vu l'opposition, y compris militaire actuelle avec la Russie, mais aussi de par le fait que justement, depuis le Maïdan, la guerre dans le Donbass, l'Ukraine a construit, alors c'était des éléments de discours qui existaient depuis l'indépendance, mais ça s'est beaucoup durci depuis 2014, s'est construit dans un discours justement d'opposition séculaire à la Russie, et où là, par exemple, la guerre civile n'existe plus, la guerre civile de 1918-1921, elle n'existe plus. Maintenant, toute la période est appelée révolution ukrainienne, et donc le seul aspect guerrier, ce serait une guerre des forces ukrainiennes contre des forces étrangères. Alors, même pour les bolcheviks, ce serait fort discutable, mais ça fait aussi disparaître tout un tas de forces locales qui se battaient les unes contre les autres. Et donc, en lieu et place de cette complexité, il reste une opposition de l'Ukraine à ses ennemis extérieurs. J'allais vous demander qu'est-ce qu'on fait de Makhno dans ce cas-là. Est-ce qu'il devient une sorte de héros proto-ukrainien ou est-ce que justement il fait partie de ces gens qu'on écarte un peu du paysage ? Alors en Ukraine, Makhno a eu sa période de popularité à la fin des années 90 et je dirais jusqu'à la fin des années 2000. Parce que il y avait un besoin de trouver des héros locaux et là on faisait un peu feu de tout bois. C'est-à-dire, par exemple, je pense à un écrivain ukrainien, soviétique et communiste des années 20, Mykola Khviliov, qui est sans doute le plus grand écrivain du début du XXe siècle, et qui avait combattu dans la guerre civile, qui s'est suicidé en 1933. Son engagement communiste n'empêchait pas qu'il soit allègrement instrumentalisé dans les années 90, quitte à ce que tout un tas d'exégètes expliquent qu'il n'était pas si communiste que ça, qu'il faisait semblant, etc., etc. Et pour Makhno, comme Makhno s'était opposé au rouge, là l'affaire était plus simple, et donc dans les années 2000, on a vu par exemple un festival de rock dans la ville de Makhno être créé sous le nom Le Jour de l'Indépendance avec Nestor Makhno. Et donc il y avait une espèce de mélange entre un anarchisme purement folklorique et des valeurs nationalistes, sachant qu'il y avait aussi toute une mouvance de groupes de rock qu'on a appelé de l'ethno-rock ou de l'ethno-folk, qui était un peu de la même tendance. Alors ça s'est quand même largement arrêté avec le Maïdan, parce que là, par contre, c'est quand même des références beaucoup plus marquées à droite qui ont relevé la tête. Et par exemple, dans le centre de Kiev, à peu près au moment du centenaire de la Révolution, il y a eu une fresque murale prenant tout le côté d'un immeuble de 5 étages, représentant Pavlo Skoropadsky, hetman de l'État ukrainien de avril 1918 jusqu'à novembre 1918, qui était en fait un fantoche des troupes d'occupation allemande, et donc qui était un ancien général tsariste hyper réactionnaire. Ça n'empêche pas qu'il était à nouveau mis en valeur. Alors la chose rigolote, c'était que cette fresque murale reprenait une photographie d'époque, mais qu'on avait juste enlevé la croix de fer qui lui avait été décernée, parce que là, pour le coup, ça faisait vraiment beaucoup trop allemand. On avait, au cours d'une précédente émission, déjà discuté de ce récit, notamment poutinien, sur la Seconde Guerre mondiale, et du coup qui avait poussé le Parlement européen à voter une résolution très étrange, expliquant que la Seconde Guerre mondiale, finalement, était le fruit, était plus ou moins provoqué par l'URSS, donc il y avait une sorte de jeu à front renversé du discours européen, du discours poutinien. Mais au-delà de ces affrontements mémoriels par chancellerie interposée, par communiqué interposé,
quelle est la réception dans la Russie ou dans l'Ukraine d'aujourd'hui de ces discours sur la nation ? C'est-à-dire est-ce que dans la société russe aujourd'hui dont vous avez parlé, le discours valorisant sur, d'ailleurs je ne sais pas si on dit toujours la grande guerre patriotique, mais en tout cas voilà, sur la Seconde Guerre mondiale, tel que Poutine le développe en omettant un certain nombre de choses, voilà, Katyn ou le pacte germano-soviétique, l'occupation de la Pologne, bon, est-ce que ça trouve un écho ? Est-ce que c'est ce qui est diffusé, ce qui est reçu, ou est-ce que voilà, il y a une forme de distance par rapport à ce récit ? Alors, vous savez, c'est là où justement ce qui se passe en Russie et en Ukraine est assez intéressant parce qu'on voit vraiment les interactions entre des politiques historiques et des façons de recevoir. C'est-à-dire que globalement, j'aurais envie de dire que c'est un peu comme partout. Les gens ont tendance, j'allais dire, à s'en fiche. C'est-à-dire qu'ils ne se lèvent pas le matin avec une pensée pour l'histoire, etc. Et les élèves en Russie ou en Ukraine, pour ce que j'ai pu en voir, ont le même rapport distancié au savoir qu'en France. Et donc, voilà, ils ont l'impression de savoir. Si on leur pose des questions, on s'aperçoit que c'est très approximatif et qu'il peut y avoir des télescopages tout aussi étranges là-bas qu'ici. Ensuite, il y a des politiques historiques alors qui sont d'ailleurs changeantes, parce que si on parle de Katyn et du pacte germano-soviétique, quand même, Poutine est celui qui avait été le plus loin dans la reconnaissance du massacre de Katyn. Et alors là, c'est une espèce de hasard tragique, mais la catastrophe du Tupolev 154 officiel polonais qui a vu mourir toute une partie du gouvernement, c'était justement à l'occasion de la commémoration du massacre de Katyn, organisé par Vladimir Poutine. Donc c'est dire que Vladimir Poutine avait été extrêmement loin dans la voie de la reconnaissance, d'aucuns pourraient presque dire de la repentance. Donc ça, faut quand même pas oublier que Vladimir Poutine n'a pas toujours eu la même orientation. Alors maintenant, comment dire, clairement, depuis quelques années, on a vu le discours historique russe s'unifier, se renforcer. Alors ça, c'est quelque chose qui était déjà sensible dans les années 2000 dans les librairies. C'est-à-dire que ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que il y avait les rayons historiques des librairies russes à partir du début des années 2000. On ne voit quasiment plus que de l'histoire militaire et patriotique. Donc il y a ce mouvement-là qui se passe. Mais par contre, dans la société, c'est quand même plus varié. Là, maintenant, clairement, on appuie là-dessus et on essaye de trouver des relais, je dirais, sociaux. Et de ce point de vue-là, il y a eu une initiative assez intéressante. C'est ce qu'on appelle le régiment immortel, qui à la base n'est pas une initiative de l'État, mais dans une ville de province, si mes souvenirs sont exacts, en Sibérie, où des gens avaient eu l'idée de brandir pour les commémorations de la victoire de la Grande Guerre patriotique, parce que le terme est resté, de brandir les photos de leurs ancêtres qui étaient morts au combat, et de créer une association, donc avec une démarche somme toute assez proche de celle de Mémorial d'ailleurs, et je pense que ça a dû faire partie des calculs quand le pouvoir a repris ça à son compte, où il s'agissait pour les gens de chercher leurs ancêtres et de retrouver les traces de leurs ancêtres, y compris en retraçant leur parcours, lieu de conscription, déplacement sur le front, jusqu'à la victoire à Berlin pour les plus chanceux mémoriellement. Et donc au début, c'était des associations réellement locales. Oui, ça fait penser à Un jour un poilu qu'on a eu en France, à tous les gens qui cherchent leurs ancêtres. On a eu ça pendant le centenaire, c'était participatif et très sympathique. Tout à fait. Alors avec cette différence que là, ça veut dire que les gens défilent le 9 mai en brandissant le portrait, et voire même, je pense, un article qu'a écrit Misha Gabovitch dans le livre qu'on a coécrit avec Corina Macher, et co-dirigé avec Corina Macher et Andriy Portnov, où on voit non seulement le portrait, mais aussi la carte avec les pérégrinations du soldat. Et ça a été instrumentalisé par le pouvoir, c'est-à-dire que maintenant c'est quelque chose, c'est formellement indépendant des autorités, mais en pratique c'est puissamment promu par les autorités. Et donc voilà, à la fois ça va marcher parce que il y a un côté redécouverte de son
passé personnel, et en même temps ça permet aux gens d'associer le destin de leur famille avec le grand destin national. Et puis en plus, c'est vrai que là-dedans il y a une espèce de culte héroïque des morts, qui est donc très différent de ce point de vue-là de celui de Mémorial, parce que suivant qu'on a eu un ancêtre réprimé par l'État ou un ancêtre qui s'est battu pour l'État, ça change beaucoup de choses. Et donc ça accentue ce regard rétrospectif. Voilà, ce côté bon vieux temps, tout le monde luttait ensemble, etc., etc. Donc ça, c'est pour la Russie. En Ukraine, ce qui m'avait frappé, c'est qu'au moment de la répression, juste sur le Maïdan, juste avant la chute de Yanukovych, donc il y avait eu une centaine de morts en l'espace de quelques jours, et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de jugement des responsables. Très rapidement, on a appelé les morts de la place du Maïdan la centurie céleste. Et la première fois que j'ai entendu parler du régiment immortel russe, comme j'étais habitué à lire sur la centurie céleste ukrainienne, je me suis demandé s'il parlait de la même chose. Donc c'est dire qu'il y a des espèces de mouvements généraux au-delà des frontières. Alors sachant qu'en Ukraine, sur la Seconde Guerre mondiale, alors déjà il s'agit maintenant officiellement de la Seconde Guerre mondiale et plus du tout de la Grande Guerre patriotique, les Ukrainiens sont passés à la célébration du 8 mai sur le modèle occidental. Le symbole choisi à l'époque soviétique et gardé en Russie, à savoir le ruban de Saint-Georges, qui était une décoration tsariste que Staline avait utilisée pour la médaille des vainqueurs qui avait été jusqu'à Berlin. Donc ça, c'est promu en Russie, c'est interdit en Ukraine parce que c'est le signe de ralliement des pro-russes dans le Donbass, et c'était le signe de ralliement des pro-russes en Crimée juste avant l'annexion. Et donc ça, maintenant, c'est un symbole qui n'existe plus, et donc les Ukrainiens ont pris le coquelicot du 11 novembre des Britanniques. Qui est devenu le symbole officiel du 8 mai en Ukraine. C'est dire qu'on mélange un peu tout et qu'il y a toujours des tensions en Ukraine sur le fait de savoir si les soldats soviétiques doivent être honorés, parce qu'on est de plus en plus dans un discours où on commence à parler d'occupation soviétique de l'Ukraine, ce qui est très largement exagéré, vu que l'Ukraine faisait déjà partie de l'Union soviétique pour les 3/4 de son territoire avant le pacte germano-soviétique. Et puis l'autre question est de savoir si on doit aussi commémorer les nationalistes ukrainiens qui s'étaient engagés du côté des Allemands, que ce soit dans la police supplétive ou dans la division SS Galicie. Et ça, c'est toujours en tension aujourd'hui. Oui, sachant que ça faciliterait pas forcément les rapprochements occidentaux si on le faisait du côté ukrainien. Donc tout ça montre à quel point voilà, on parle du passé, mais en fait on parle complètement du présent à travers ces enjeux. Une dernière question peut-être, toute cette, j'allais presque dire, normalisation du passé en Russie, est-ce qu'on sait si ça a des effets dans le champ académique, institutionnel, au niveau de la direction des musées, des archives, des postes à l'université, etc. Le fait qu'il y ait maintenant un discours de plus en plus lisse sur le passé russe. Alors oui, ça a des effets. Alors non pas qu'on tienne le stylo des gens, mais les historiens et les responsables institutionnels voient parfaitement dans quel sens le vent souffle. Et puis il y a aussi des effets, induits, qui n'étaient peut-être pas voulus, mais qui sont très efficaces. Je vais vous donner un exemple tout à fait anecdotique, mais qui me concerne personnellement. J'ai publié il y a 1 an un article dans une revue universitaire russe. Donc les collègues m'ont envoyé le PDF de l'article, et puis je leur ai dit est-ce que vous pourriez aussi m'envoyer l'exemplaire papier? Alors là, j'ai une réponse un peu désolée, me disant oui, mais vous comprenez, notre université n'est pas très riche, donc on n'a pas les moyens de vous faire l'envoi postal. Je dis mais il n'y a aucun problème, je paye l'envoi postal, ça me fait plaisir. Et là, on me répond ah ben non, si on reçoit de l'argent de vous, on risque d'être catalogué comme agent de l'étranger. Donc c'est dire qu'il y a une espèce de paranoïa qui est construite institutionnellement, c'est-à-dire c'est pas du tout
les gens qui spontanément ont cette peur de l'étranger, mais une paranoïa qui est construite par un ensemble de réglementations et qui va pousser à faire attention à ce qu'on fait, avec qui on a des relations, etc. Et ça, c'est évidemment très puissant. Et sachant que ça fait quand même assez longtemps, il y a eu des réformes de l'université en Russie d'inspiration tout à fait néolibérale qui font qu'il y a une véritable lutte pour obtenir les financements, un peu comme partout dans le monde. Mais de fait, dans le cas de la Russie, ça veut dire qu'il faut quand même plutôt montrer patte blanche idéologiquement si on veut avoir une chance. Alors, sachant qu'il reste des marges de manœuvre, hein, il faut pas caricaturer non plus. Mais disons qu'il y a quand même une tendance qui est donnée et qui est exacerbée par ces luttes pour les financements et les places. Merci beaucoup Eric Honoble. Est-ce que je peux vous demander un conseil de lecture pour terminer cette émission ? Alors, un livre que je viens de lire qui est sorti il y a un peu plus d'1 an, je crois, qui est très intéressant sur le fonctionnement intellectuel et institutionnel de l'Union soviétique. C'est un livre qui s'appelle « Les services compétents » de Yegor Gran, qui est le fils du dissident Siniavski qui était passé en jugement en 1966 et ça avait été un peu le signe du raidissement sous Brejnev après la libéralisation très relative à l'époque de Khrouchtchev. Et en fait, c'est un livre qui, sous une forme romancée, reprend ce que l'auteur a trouvé dans les dossiers du KGB sur la chasse qui avait été lancée par son père après ses premières publications à l'étranger, sachant qu'il a fallu quasiment 10 ans pour que le KGB arrive à retrouver sa trace, ce qui était un exploit. Et donc, avec beaucoup d'humour et en même temps tout un tas de détails très très parlants sur ce qu'était réellement la situation en Union soviétique, c'est-à-dire pas un totalitarisme où le moindre moustique était porteur d'un micro, mais à la fois un appareil extrêmement pesant, mais avec des portes de sortie qui ne sont pas forcément là où on pense. C'est une description à la fois très fidèle, très bien écrite et en plus très drôle. Merci beaucoup. Et comme on a parlé de Makhno et aussi de rock, je pense qu'on va se quitter en musique avec une version de la Makhnovchina. Merci Eric Honoble.